Salut à toutes et à tous, ça y est, review de l'épisode 1 et 2. Alors je suis désolé, j'avais dit que je la sortais à midi, j'ai eu des gros imprévus, j'ai pas pu la sortir. Finalement, mieux vaut tard que jamais. Il est 21h30 et je vous en parle 100% spoilers. À savoir que donc les deux épisodes ont été diffusé aujourd'hui vendredi 27, mais que pour les autres épisodes à partir du 3, ce sera diffusé les mercredis. Donc dès mercredi prochain, on n'a pas besoin d'attendre une semaine, moins d'une semaine, on aura l'épisode 3 sur les 6 épisodes de cette mini-série Obi-Wan Kenobi. Alors, première chose, les 4 premières minutes. Les 4 premières minutes de l'épisode, des frissons, le petit pincement à la gorge, pas les larmes aux yeux, mais presque. Mais oui, c'est ce respect de la prélogie à travers ces 4 minutes où on a un résumé des 3 premiers épisodes. Revoir Jake Lloyd en Anakin, revoir Hayden Christensen dans l'épisode 2 et l'épisode 3, revoir Qui-Gon Jinn. Ça fait tellement plaisir, c'est ce que j'attendais de la part de Disney lorsqu'ils ont racheté Lucasfilm, ce respect de la prélogie. Prélogie qui a été maltraitée par une partie des fans, qui maintenant sont en train de se dire que c'était pas si mauvais que ça, et prélogie qui a été maltraitée par ceux qui ont été en charge de la postlogie, y compris par Kathleen Kennedy. On sentait qu'il y avait un désamour, et là, grâce à Jon Favreau, Dave Filoni depuis The Mandalorian, et maintenant Deborah Shaw qui a fait un excellent boulot sur ces 2 premiers épisodes, on retrouve ce respect de la prélogie et cet esprit de George Lucas, parce que oui, bien évidemment, la prélogie, c'est George Lucas, 100%, écrit, réalisé, produit. On ne peut pas faire plus George Lucas que l'épisode 1 à 3. Alors, passé ce petit résumé et le générique, on va retrouver Obi-Wan sur Tatooine. Alors déjà, on a à peu près les mêmes décors d'ailleurs que dans The Mandalorian. Je pense que les séries ont dû être tournées pour certains décors dans les mêmes. On sent d'ailleurs cette ambiance The Mandalorian qui aura plusieurs années après, plusieurs décennies après, puisque The Mandalorian c'est après l'épisode 6, mais on sent qu'il y a une certaine continuité au niveau visuel. Ça fait plaisir de revoir Ewan McGregor qui a maigri, je trouve, par rapport à l'épisode 3. Il a un visage un petit peu plus maigre, il m'a semblé. Mais ça fait plaisir de le voir observer Luke, bébé, enfin pas bébé, enfant de 10 ans, en train d'essayer de piloter. Ça on l'avait vu dans la bande-annonce, en train de s'entraîner. On voit qu'il est un petit peu... il est un petit peu espiègle parce qu'il essaye de se cacher de Owen. Owen le cherche. Donc on sent qu'il y a un esprit bon enfant, il y a un esprit où le gosse s'épanouit, élevé dans une ferme. Et puis, on a très vite l'arrivée des Inquisiteurs. Voilà, les Inquisiteurs, d'ailleurs, je crois que c'est comme ça qu'on commence l'épisode, les Inquisiteurs avec le Grand Inquisiteur, un autre Inquisiteur, et la troisième sœur, qui s'appelle Reva, qui est une Inquisitrice, qui est un personnage nouveau, sachant que le Grand Inquisiteur existait déjà, mais je vais en reparler dans la review. Reva, la troisième sœur, a été créée exprès pour cette mini-série Obi-Wan. Je vais revenir sur elle parce que pour moi c'est le gros point négatif de ces 2 premiers épisodes, peut-être le seul point négatif, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous voyez, j'ai beau être un fanboy de la prélogie, et j'avais beau avoir une hype démesurée, bien plus que pour Stranger Things, que d'ailleurs je vais regarder ce soir et demain pour vous en faire la review ce week-end. J'avais beau attendre Obi-Wan, je sais quand même faire la part entre ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et il y a des choses que je n'ai pas aimées. Mais voilà, ça reste quand même minime par rapport à tout ce que j'ai aimé. Alors, ce grand inquisiteur joué, et là, je ne l'avais pas remarqué dans la bande-annonce, mais je l'ai bien remarqué parce qu'on le voit de très près, joué par Rupert Friend. Rupert Friend, pour ceux qui ne connaissent pas, il a joué dans l'excellente série Homeland, il jouait un rôle très important, le rôle de Queen, aux côtés de Claire Dance, et il a fait Code 47 dans Hitman Code 47. Et on l'a vu récemment dans Waldo avec Charlie Hunnam et Mel Gibson, que j'avais regardé, j'avais fait la critique, mais finalement je ne l'ai pas posté parce que j'avais trouvé le film très moyen. Bref, Rupert Friend qui est un très bon acteur, qui fait ici le grand inquisiteur qu'on a vu notamment dans Star Wars Rebels, la série d'animation. Je vais aussi revenir sur la série d'animation, par rapport scénaristiquement, il y a un petit changement, et vous expliquer aussi pourquoi c'est pas nécessaire de regarder les séries d'animation pour regarder les séries live action. Je vous expliquerai mon point de vue sur ça. Et il y a un troisième inquisiteur, donc enfin, un inquisiteur à côté de lui, qui est joué par Sun Kang. Sun Kang, c'est Han dans Fast and Furious, notamment Tokyo Drift, mais aussi le 5, le 6, il était absent du 7 et 8, et il est revenu dans Fast and Furious 9. Donc Sun Kang, que j'ai eu du mal à reconnaître, j'ai confondu un petit peu avec Benedict Wong au début, parce qu'il est, je trouve qu'il a pris du poids. Alors est-ce que c'est pour l'armure, est-ce que c'est pour les maquillages, les prothèses?
Et puis, on a donc Moses Ingram, cette actrice qui joue la troisième sœur. Et il traque les Jedi. On voit qu'il reste des Jedi, alors qui étaient probablement des apprentis Jedi, qui n'étaient pas encore des chevaliers Jedi du temps de la purge de l'ordre 66, puisque là on est 10 ans après. Il en reste quelques-uns qui viennent en aide aux populations, et le grand inquisiteur va faire du chantage à un tenancier d'un bar sur Tatooine, dont il a entendu des rumeurs que celui-ci avait été aidé par un Jedi. Et c'est comme ça qu'ils vont débusquer un Jedi, qu'ils vont laisser s'enfuir en espérant que celui-ci les mène à d'autres Jedi, puisqu'on voit qu'ils prennent leur temps, ils les chassent, c'est clairement un terrain de chasse, comme si les Jedi étaient du gibier, un petit peu comme de la chasse à courre, c'est de la chasse à courre de Jedi. Donc, ce qui est assez cruel, on est d'accord, mais c'est très intéressant, je trouve. On sent qu'on est dans une période où ils ont quand même massacré presque tous les Jedi existants, il en reste très très peu. Et on a la troisième sœur qui fait une fixette sur Obi-Wan Kenobi. Elle est très ambitieuse, trop probablement. Et elle se fait recadrer d'ailleurs même par le grand inquisiteur et par son autre collègue inquisiteur. Donc, à côté de ça, on a Obi-Wan, on va le voir dans son activité quotidienne. C'est dur pour lui de ne pas prendre part lorsqu'il y a des injustices, lorsqu'il a des collègues de travail, parce qu'il travaille comme découpeur de viande, probablement de la chair de banta ou peu importe. Il travaille comme découpeur de viande dans le désert de Tatooine. Probablement, il travaille au black parce que c'est pas très. Ça a l'air d'être un petit peu un patron, un peu arnaqueur sur les bords. Et les Jedi, par rapport à leur code, doivent venir en aide aux plus faibles. Et lui, vraiment, il essaye de se faire discret, il voit des injustices à son boulot, mais il réagit pas, il fait exprès, il se retient, on sent que c'est dur pour lui. Et quand il rentre dans sa grotte, qui est en face de la ferme de Owen, et où il y a Luke, qui lui permet de regarder Luke, on apprend, et ça m'a fait tellement plaisir, qu'il essaye de communiquer avec Qui-Gon Jinn, comme lui avait dit Yoda. Il y avait dit, durant ta période d'exil, je veux que tu fasses des exercices. Ton ancien maître a trouvé la voie de l'immortalité, donc Qui-Gon Jinn, et tu feras des exercices pour t'entraîner. Et on voit qu'il essaye de communiquer, mais quelque part il s'est un petit peu fermé à la force, parce que voilà, il essaye tellement de se cacher qu'il s'est un peu fermé à la force. Mais rien que le fait de le voir essayer de communiquer avec Qui-Gon Jinn, plus le fait qu'on a vu Qui-Gon Jinn dans le petit résumé en début d'épisode, j'avais des frissons. Je me mets à espérer que secrètement, on va voir Qui-Gon Jinn, parce que Liam Neeson a dit oui, moi ça ne me gênerait pas de revenir, mais sous forme de film. Il a dit ça dans les interviews qu'il a eues récemment. Mais on le sait, il ne faut jamais croire les acteurs sur parole, surtout lorsqu'il y a une série comme ça où il y a une grande hype qui est très attendue. Il ne faut jamais croire les acteurs sur parole. Il y en a certains qui mentent. On l'avait vu pour Kit Harington en Jon Snow dans Game of Thrones par rapport à la mort de Jon Snow. Il y en a des acteurs qui mentent. On avait vu ça pour Glenn à un moment donné où on faisait croire que Glenn dans The Walking Dead était mort avant sa vraie mort. Donc il ne faut pas croire les acteurs sur parole en fait. Lorsque Liam Neeson nous dit « moi j'aimerais bien revenir, mais attention si c'est un film », c'est totalement possible qu'on le voit dans la série. Peut-être en caméo vocal. Peut-être plus. On verra, mais honnêtement, ça me donne espoir et je verrai pas, ce serait pas très cohérent d'essayer de nous chauffer un petit peu au niveau nostalgie avec Obi-Wan qui essaye d'entrer en contact avec Qui-Gon Jinn s'il n'y arrive pas du tout. Donc je pense que il y a bon espoir pour que ça arrive d'ici la fin des 6 épisodes. Quoi qu'il en soit, il va être contacté parce que, et c'est là la très grosse surprise où je m'y attendais absolument pas, on va voir Bail Organa et sa femme en train d'élever la petite Leia qui a 10 ans sur leur planète, dans leur palace. On sent, voilà, c'est un sénateur, Bail Organa, très influent, qui est au Sénat galactique, comme dans la prélogie, hein, en fait, c'est la continuité. On pourrait même dire que ça a été écrit par George Lucas, qu'on n'y verrait que du feu. Donc, on va voir la petite Leia. Et alors ça, c'est la surprise, parce que ça n'avait pas fuité. En tout cas, pas à ma connaissance. S'il y a eu des leaks, j'étais pas au courant, et tant mieux. Parce que pour moi, ça a été une véritable surprise. Le fait de voir la petite Leia. L'actrice, je ne sais pas comment elle s'appelle, j'ai pas retenu son nom, mais elle est géniale. Je l'ai trouvée adorable, attachante, intrépide, espiègle. On est dans le caractère
qu'avait Carrie Fisher pour le personnage. Et j'aurais tellement aimé, et je me suis dit, ça m'aurait fait tellement plaisir que Carrie Fisher soit là, parmi nous, pour voir ça. Elle nous a quittés en 2017, ça fait 5 ans maintenant. J'aurais aimé qu'elle voie ça. Je pense qu'elle aurait beaucoup aimé l'interprétation qui est faite par cette petite de Leia. C'était la grosse surprise pour moi de ces 2 épisodes. Et je pense qu'on va et de toute façon, on va la revoir pour les prochains épisodes. Parce qu'en fait, le scénario tourne autour d'elle. Moi, je pensais qu'Obi-Wan allait rester sur Tatooine pour former Luke. Bien sûr qu'il est sur Tatooine et qu'il va y revenir dans la série, parce que là, il a quitté Tatooine dans l'épisode 2. Mais en fait, ça tourne autour de Leia, qui va se faire enlever par des chasseurs de primes ou par des malfrats, pour le compte de la 3e sœur, qui veut s'en servir comme appât pour trouver Obi-Wan Kenobi. Et donc, Obi-Wan va être contacté directement sur Tatooine, Bail Organa va venir et il va le supplier. Il va être très hésitant, Obi-Wan va être très hésitant, et ça se comprend parce que il a déjà du mal à se dissimuler, il a beaucoup de mal. En ville, il y a les grands inquisiteurs qui sont en train de menacer tout le monde, y compris Owen Lars, qui ne dit rien, parce que Owen, bien évidemment, il est fidèle et c'est un allié des Jedi, mais c'est chaud pour lui, en fait. Mais finalement, Bail Organa va lui faire se remémorer un petit peu que elle est tout aussi importante que Luke. Leia est tout aussi importante que Luke. Donc quand il va apprendre que Leia s'est fait kidnapper, finalement, il va aller à la recherche de Leia, et il va la retrouver, il va la sauver, et ça va amener les grands inquisiteurs, le grand inquisiteur et les autres, ainsi que la 3e sœur. Ça, c'est pour l'épisode 2. Mais toute la séquence où on voit la petite Leia dans le palais avec son père et sa mère, j'ai trouvé ça très touchant. On sent que elle a une forte personnalité et qu'il y a beaucoup de complicité entre elle et son père. Elle a beaucoup de respect pour sa mère, mais à un moment donné, elle doit se rendre à une réception familiale. Elle fait passer une petite servante pour elle, pour qu'elle se fasse habiller à sa place, pendant que elle est dans les bois en train de courir. Et là, c'est pareil. Ça m'a rappelé un petit peu la post-logie, parce que c'est quand même aussi un peu cohérent avec la post-logie. Dans la post-logie, on apprenait que elle se faisait entraîner par Luke, après l'épisode 6, après le retour du Jedi, elle se faisait entraîner par Luke, et qu'elle avait réussi même à prendre le dessus sur Luke. Elle était une Jedi très puissante et intrépide, où elle n'hésitait pas à courir dans la forêt, voilà. Donc, on voit ça dès son enfance, dès qu'elle est petite. Donc c'est cohérent avec le personnage, vous voyez. C'est cohérent avec le personnage qu'elle va devenir, la princesse à la fois respectée, intrépide, qui n'hésite pas à prendre des risques. Mais là où c'est encore plus cohérent, c'est que dans Rogue One et dans l'épisode 4, donc la guerre des étoiles, l'original, elle envoyait un message à travers R2D2 à l'attention de Obi-Wan Kenobi. Elle disait vous êtes mon seul espoir, Obi-Wan Kenobi, venez-nous en aide. Je ne sais plus exactement mot pour mot, mais vous avez compris. Et on se disait, comment elle connaît Obi-Wan Kenobi? Obi-Wan Kenobi, il est ami avec son père Bail Organa, mais elle ne l'a jamais rencontré, donc elle a entendu des histoires sur Obi-Wan Kenobi. Sauf que là, on comprend maintenant qu'elle n'a pas fait qu'entendre des histoires, elle l'a rencontré en vrai, et elle va être sauvée par Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 2 de Obi-Wan. Au moment où elle tombe d'un toit, Obi-Wan la rattrape grâce à la force et il la fait léviter. Et c'est là qu'elle comprend que c'est un vrai Jedi, c'est là qu'elle va commencer vraiment à avoir une totale confiance en lui. Et nul doute que pour les prochains épisodes, sa confiance en Obi-Wan Kenobi va se renforcer, et que pour les 10 ans, puisque là elle a 10 ans, il reste 10 ans entre ce moment-là et l'épisode, Rogue One et épisode 4, puisqu'il s'écoule 20 ans entre la prélogie et la trilogie originale. Et donc nul doute que durant ces 10 ans, elle va apprendre beaucoup de Obi-Wan, notamment à travers cet épisode de son sauvetage, et qu'elle va se décider à devenir sénatrice, puisque là, très clairement, on la voit en tant qu'enfant, elle n'aime pas la politique, elle n'a pas envie de faire ça. D'ailleurs, sa mère lui dit, c'est justement parce que tu n'aimes pas ça que tu seras une très grande sénatrice. Mais on sent que pour l'instant, elle n'a pas envie de tout ça. Elle a envie d'avoir sa vie d'enfant, voilà, la liberté. Elle court dans l'immense forêt qui appartient au domaine de ses parents. Donc, c'est une gosse pleine de vie. L'actrice, la petite, est très très attachante. Elle a une bonne bouille. Franchement, ça fait.
elle est adorable. Cette petite est adorable. Et on sent que c'est un concentré de Carrie Fisher. Ça sera donc cohérent avec le reste, puisque elle va se mettre sa confiance en Obi-Wan, elle va être formée aussi par Obi-Wan à assumer ses responsabilités de sénatrice et à avoir cette fougue de défendre, d'être une rebelle contre l'Empire. Donc tout ça, on est vraiment dans cette période où elle va commencer à prendre ses responsabilités et vraiment à s'affirmer, et ça fait plaisir. Et c'est une très bonne chose qu'ils aient inclus, excusez-moi, c'est une très bonne chose qu'ils aient inclus Leia dans le scénario. Comme je vous disais, c'était la grosse surprise, et ça, pour ça, franchement, je suis reconnaissant. Merci beaucoup à Deborah Shaw et Stuart Beattie et Hossein Amini, les scénaristes de la mini-série, d'avoir fait ça. Parce que non seulement c'est cohérent, mais en plus, la surprise est totale. Donc je suis comblé à ce niveau-là, ça dépasse mes attentes. En dehors de ça, visuellement, la série est irréprochable. On a plein de décors, on a des vaisseaux, on a des séquences dans l'espace, on a des séquences sur différentes planètes, Tatooine et les autres. On a, comme je vous disais, plein d'allusions à la prélogie. En plus, au tout début, c'est ça la première scène, juste après le générique, on voit des Jedi pendant la purge, pendant l'ordre 66, qui se font dégommer avec des Padawans qui s'enfuient, qui étaient là en train de s'entraîner auprès de Jedi. Tous les Jedi se font décimer, les Padawans s'enfuient. Donc on doit avoir probablement des Padawans qui ont pris 10 ans de plus aux quatre coins de la galaxie, ce qui explique tous les jeux, que ce soit Jedi Fallen Order, avec la Sœur de la Nuit, donc qui est une inquisitrice, si je ne me trompe pas, et beaucoup d'autres choses en fait. Donc on se dit, en fait, les possibilités sont infinies. On pourrait faire des mini-séries aux quatre coins de la galaxie. Il y aura toujours des Jedi. Ils n'ont pas tous été anéantis. Ils ont été traqués, mais il en reste toujours qui se cachent. D'ailleurs, et c'est là où je voulais en venir par rapport à la série d'animation, je vous en parlais il y a quelques minutes en arrière, le Grand Inquisiteur. Le Grand Inquisiteur, lui, il traque les Jedi, et notamment, il a traqué Kanan Jarrus, Ezra Bridger, et tout le groupe de Jedi dans la série Star Wars Rebels, série d'animation. Le Grand Inquisiteur meurt des mains de Kanan Jarrus, qui était un élève de Deepa Billaba, et donc Kanan Jarrus qui a eu lui-même un élève, Ezra Bridger, qui, aux dernières nouvelles, était toujours en vie, et dont il se pourrait qu'on le voit dans la série Ahsoka Tano, puisqu'on devrait normalement voir Sabine Wren. On a tout un tas de personnages des séries animées, que ce soit Clone Wars ou Rebels, donc dans Ahsoka Tano et Mandalorian et Boba Fett. Donc il y a totalement la possibilité qu'on voit Ezra Bridger. Donc pour ce qui est du Grand Inquisiteur, il meurt des mains après un combat avec Kanan Jarrus. Et là, dans le deuxième épisode, après que Obi-Wan ait sauvé la petite Leia et que Obi-Wan soit traqué, puisque on le rappelle, tout ça était un piège pour débusquer Obi-Wan. Après que la troisième sœur ait localisé Obi-Wan et se lance à ses trousses, le Grand Inquisiteur arrive. Et il lui remonte les bretelles encore une fois, en lui disant « ça suffit, tu dépasses les bornes ». Et elle transperce, avec son sabre laser rouge, elle transperce le Grand Inquisiteur. Et là, si tu sais pas qu'il y a la série d'animé Star Wars Rebels, tu te dis le Grand Inquisiteur, il va mourir. Pourtant, le Grand Inquisiteur, il est très important au niveau du scénar. Et si tu connais la série Star Wars Rebels, tu te dis, attends, il y a une incohérence. Il ne peut pas mourir maintenant. Nul doute qu'il ne va pas mourir maintenant, sachant que Star Wars Rebels, c'est une série canon. Elle fait partie du canon officiel. C'est pas l'univers étendu, c'est une série canon. Donc, probable que le Grand Inquisiteur, il a pris cher, mais il va se rétablir. Par contre, la troisième sœur, elle, probable qu'elle va se faire traquer ensuite par les autres inquisiteurs et que la cible ne sera plus Obi-Wan, mais elle, la troisième sœur. Seulement, il y a quelque chose qui m'a fait tiquer, c'est qu'elle est au courant que Dark Vador est Anakin Skywalker. Et c'est elle qui l'apprend à Obi-Wan Kenobi en lui criant, en lui disant Dark Vador est toujours en vie, et c'est Anakin Skywalker, votre ancien élève, et il est à vos trousses. Et là, on sent que vraiment Obi-Wan, il flippe. Parce qu'il pensait qu'il était mort à la fin de l'épisode 3 lorsqu'il le laisse sur la roche volcanique, sur Mustafar, en train de cramer. Il me semble que c'est Mustafar. Donc, comment se fait-il que ce personnage inédit qui n'existe que pour la mini-série connaisse à la fois Dark Vador et sache que c'est Anakin Skywalker ?
pour moi, c'est une incohérence apparente. Apparente parce qu'on ne peut pas juger encore, on n'a pas vu les 4 épisodes suivants. On le saura une fois qu'on aura vu l'entièreté de la mini-série. Mais pour l'heure, ça me paraît étrange. Il y a très peu de monde qui savait que Dark Vador était Anakin Skywalker. Il y a bien évidemment Obi-Wan Kenobi, Yoda, il y avait l'Empereur, hein, c'est une évidence. Il y a Bail Organa et sa femme, et Owen Lars et sa famille. Sinon, a priori, personne d'autre ne le sait. Dites-le moi dans les commentaires, il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. Donc, soit elle a été contactée directement par Dark Vador, pour se lancer et qui lui a révélé la vérité à propos de son identité et qu'il a embauché en sous-main en passant, en passant pas par le Grand Inquisiteur qui lui est au service de l'Empereur, soit c'est Dark Vador lui-même qui a embauché la troisième sœur pour traquer Obi-Wan Kenobi, et à ce moment-là il lui avait révélé qui il était, soit elle s'est renseignée dans des archives, sur Coruscant peut-être, ça me paraît un petit peu incohérent. Mais encore une fois, on ne peut pas juger définitivement, on n'a pas vu le reste des épisodes. Pour ce qui est donc de la troisième sœur, et je vous disais c'est le point négatif, je ne supporte pas l'interprétation de l'actrice. Je supporte pas ce personnage. Elle est arrogante, imbue de sa personne, elle est désagréable, elle est antipathique. Elle a une haine contre Obi-Wan qui n'est pas justifiée parce qu'elle ne le connaît pas. À moins qu'on nous dise c'est soit une ancienne élève de Obi-Wan que Obi-Wan avait rejeté, mais bon, à ce niveau-là, ça paraît assez incohérent. Je vois pas pourquoi elle a cette espèce de hargne, quelque chose de personnel contre Obi-Wan. Je comprends pas. Et je vous dis, l'actrice, je la trouve horripilante. Elle est insupportable. J'avais envie de lui mettre des claques. J'en pouvais plus. J'étais là, je me disais, pourvu qu'elle se fasse déboîter par le grand inquisiteur, pourvu qu'il lui mette un petit coup de sabre laser, parce que là, j'en peux plus de cette femme. Elle est insupportable. C'est pour moi le seul point négatif pour l'instant. J'ai vraiment envie qu'elle se fasse déboîter par Obi-Wan, par le Grand Inquisiteur, par tout le monde, qu'elle se fasse écraser par un vaisseau, peu importe. Mais elle est insupportable. Déjà, sa coupe de cheveux, je peux pas, une espèce de coupe de cheveux avec des tresses, j'aime pas du tout. C'est moche. Désolé pour ceux qui portent des tresses, mais j'aime pas du tout, je trouve ça moche. Et je la trouve antipathique. Je sais pas si on lui a demandé de jouer comme ça pour son personnage, mais si c'est l'actrice qui est comme ça, je l'ai pas vu ailleurs, hein. Mais j'aime pas du tout son interprétation. Contrairement au Grand Inquisiteur, déjà parce que Rupert Friend, je connais son talent, et le Grand Inquisiteur, je trouve qu'il est cool, il est charismatique. Elle n'est pas charismatique, elle essaye d'être charismatique, mais elle ne l'est pas. Le Grand Inquisiteur, il envoie du lourd. Alors certes, il n'a pas exactement le même design que dans les séries animées, c'est normal, on est dans une série live action. Cad Bane dans Boba Fett avait pas exactement le même design que dans la série animée. Bon, ça se rapprochait quand même. Mais c'est normal, il y a des petites différences. Ceci dit, il envoie du lourd, le Grand Inquisiteur. Il est posé, il est calme. Tu sens que le mec, il déplie son plan, tranquille. Boum, voilà, il a un coup d'avance sur les gens. Le Grand Inquisiteur, il envoie du lourd en termes de charisme. Il est cool. Enfin, il est cool. Il est méchant, mais il est cool. Sun Kang, qui fait l'inquisiteur à ses côtés, celui qui a le chapeau là, le chapeau plat de Napoléon, il est cool aussi, tu vois. Mais elle est désagréable. Pour moi, franchement, j'en peux plus de ce perso. 2 épisodes, j'ai déjà envie de plus la voir du tout. Donc, j'espère qu'elle va être très vite évacuée de l'équation. Et puis, on a la dernière scène, Dark Vador. Dark Vador, au moment où elle dit Dark Vador est en vie, on le voit dans sa cuve de Bacta, Anakin Skywalker, avec toutes voilà, toutes les stigmates de son corps brûlé qu'on avait laissé à la fin de l'épisode 3, on le voit en train d'ouvrir les yeux dans la cuve de Bacta. Est-ce qu'il a ressenti la présence de Obi-Wan? Est-ce qu'il a ressenti l'appel de la troisième sœur? Peu importe, mais ça fait tellement plaisir. Alors, ça ne dure que 2 secondes, mais ça fait tellement plaisir. Hayden Christensen, de voir marquer 12 ans après, non, 17 ans après, c'était en 2005, l'épisode 3, de voir marquer 17 ans après, sur ce générique avec les étoiles, dont le thème a été composé par John Williams, de voir marquer End Hayden Christensen, mais honnêtement, franchement, j'avais des frissons. J'avais des frissons, moi je suis un défenseur depuis 17 ans, même depuis avant, hein, depuis qu'on l'a vu dans l'Attaque des clones, donc 20 ans, je suis un défenseur d'Hayden Christensen, je ne cesse de dire que ce mec s'est fait lyncher injustement par la communauté de fans de Star Wars. C'est un très bon acteur. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait mérité. Il aurait mérité des rôles bien plus importants après Star Wars. Ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait tellement plaisir qu'il revienne, même si c'est pour 2 secondes dans cet épisode-là. Ceci dit, c'est là où le bas blesse. La série
mini-série, donc techniquement, pour l'instant, à moins qu'il nous ait trompé, ce qui est tout à fait possible, mais pour l'instant, c'est une mini-série, à moins qu'à la fin, ils nous disent, ben, vous inquiétez pas, il va y avoir une saison 2, on vous l'avait pas dit parce qu'on voulait vous garder la surprise. C'est possible. Mais pour l'instant, c'est une mini-série. 6 épisodes. Ça veut dire qu'on ne va voir Hayden Christensen que dans les 4 épisodes qui restent. J'aurais aimé voir un petit peu plus de Dark Vador. J'aurais aimé qu'il soit là dès l'épisode 1. Je vais pas vous mentir, ça fait partie de mes petites déceptions. J'aurais aimé qu'il soit dès l'épisode 1 et qu'on le voit en armure avec son sabre laser et qu'on l'entende parler dès l'épisode 2, quoi. Bon, c'est pas grave. On l'a à la fin de l'épisode 2 et surtout on va la voir à partir de la semaine prochaine dans l'épisode 3. J'ai hâte d'être à mercredi. Heureusement, on n'a pas beaucoup de temps à patienter, ça c'est une très bonne chose. Mais pour l'instant, le bilan sur ces 2 premiers épisodes, pour moi, c'est 9 sur 10. Il n'y a qu'une seule chose qui me dérange, c'est la 3e sœur. Et la petite, très petite déception de ne pas avoir vu Anakin Obi-Wan, enfin Anakin Dark Vador dès le premier épisode. Mais franchement, c'est pas gênant parce qu'on va se rattraper. Maintenant, j'espère que les épisodes qui vont arriver vont être un peu plus longs que le 2e épisode. Parce que même si le premier durait une 50aine de minutes, enfin 48 minutes parce qu'il faut enlever le générique. Le 2e, lui, il dure beaucoup moins longtemps. En gros, il dure une bonne demi-heure, 35-36 minutes. Ça me paraît un petit peu juste quand même. J'espère que les prochains épisodes, ça va pas être des épisodes de 35 minutes, mais que ça va être des épisodes de 50-55 minutes. Faut voir. Mais ça a toujours été le gros point faible de Mandalorian et d'ailleurs Boba Fett un peu moins, mais Mandalorian c'était le point faible, c'était que les épisodes étaient trop courts. C'est Star Wars, moi je veux en voir plus. Là, Star Wars, on n'a pas autant de séries Star Wars que de séries Marvel. Des séries Marvel, on en a eu en pagaille depuis l'année dernière. Des séries Star Wars, mine de rien, entre 2019 et maintenant, on a eu que 3 saisons. 2 de Mandalorian, une de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi. Donc, en 3 ans, on a eu pas énormément de séries, donc au moins qu'on nous fasse des épisodes un peu plus longs. J'avoue que 6 épisodes, ça fait un peu juste. J'avoue, par rapport à la manière dont c'est rythmé, j'aurais aimé 8 épisodes. En tout cas, je vais savourer ces 6 épisodes. Je ne vais pas en perdre une miette. J'ai vu les épisodes 2 fois. Et nul doute que je me les regarderai une 3e fois lorsque la saison sera complète. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'était mon avis. Je ne pense pas avoir oublié de choses trop importantes. Sinon, je vous en parlerai dans les prochaines reviews. Donc pour l'instant, c'est un grand oui. C'est fidèle à la prélogie. C'est cohérent jusque dans les moindres détails. Et il y a des petites incohérences apparentes comme la présupposée mort du Grand Inquisiteur qui pourrait être incohérente avec la série animée. Mais encore une fois, ça ne serait pas prendre en compte les épisodes suivants. Donc attendons de voir. On ne peut pas juger juste sur ces 2 épisodes. Pour l'instant, c'est un grand oui. Et ne serait-ce que d'entendre Obi-Wan essayer d'entrer en contact avec Qui-Gon Jinn, d'avoir ce résumé de la prélogie, d'avoir cette scène avec les Jedi et les Padawan qui se font défoncer lors de la purge, de revoir Joel Edgerton en Owen Lars, de voir... Et ça, c'est l'immense surprise, cette petite Leia et Jimmy Smith qui fait Bail Organa. Moi, honnêtement, je suis comblé. Voilà. Je suis comblé et j'ai hâte d'être à mercredi. Donc, je vais vous laisser. Il doit être à peu près 21h30 au moment où je finis cette review. Je vais manger et je vais enchaîner avec les 7 premiers épisodes de Stranger Things pour vous livrer la review de Stranger Things partie 1. Donc, ça arrivera soit demain, soit dimanche. Merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 2 premiers épisodes. Est-ce que vous avez été plus comblé, plus déçu? Est-ce que vous êtes mitigé? Est-ce que vous trouvez que c'est respectueux de la prélogie et de la trilogie originale? Est-ce que pour l'instant pour vous c'est utile ou est-ce que ça sert à rien du tout? Quelles sont vos théories pour la suite? Est-ce qu'il y a une scène ou un personnage en particulier que vous avez adoré ou un personnage que vous avez détesté? N'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Le petit pouce bleu si vous avez apprécié. On se retrouve dès demain ou dès dimanche pour du Stranger Things et la semaine prochaine pour plein d'autres choses. Portez-vous bien, bonne soirée à tous et ciao tout le monde.